Bonjour à tous et à toutes. Bonjour aux 300 personnes, je crois, qui nous suivent en ligne. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, merci à tous d'être venus aujourd'hui pour la présentation du baromètre national sur les travailleurs pauvres, deuxième édition du baromètre réalisé par Ipsos BVA pour Andes. Donc, moi, je suis Alban de Montigny, je suis journaliste à La Croix. Et donc, vous avez peut-être vu, mais La Croix a fait un papier ce matin sur les résultats du baromètre que vous pourrez retrouver à la sortie ou en ligne. Et évidemment, c'est des questions c'est la deuxième année qu'on est partenaire d'Andes parce que c'est des questions qui nous tiennent à cœur, la lutte contre la pauvreté et les questions liées à la précarité. Donc, on va pas prendre plus de retard. On va tout de suite commencer la présentation. Donc, avec Yann Auger, directeur général d'Andes, et avec Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos. Bonjour à toutes et tous, c'est moi qui vais commencer et je passerai la parole à Brice Teinturier après. Déjà, je voulais vous dire qu'on est navré pour le petit souci technique qui nous fait démarrer, y compris pour nos participants en visio. J'avais juste prévu de vous redire un tout petit mot en introduction de ce qu'est Andes. Je vais raccourcir, je vais aller assez vite. Je pense que si vous êtes parmi nous, c'est que vous avez à peu près compris ce qu'est Andes. Ça doit être visible à l'écran. On est encore dans les réglages techniques, on va y arriver. Donc, vous le savez, Andes, c'est un réseau de un peu plus de 630 épiceries sociales et solidaires dans toute la France. Vous avez à l'écran de la visibilité sur les régions, sur le nombre d'épiceries solidaires par territoire. Et vous pouvez voir qu'on couvre à peu près tout le territoire, y compris avec nos activités complémentaires qui sont la fourniture de denrées alimentaires au travers de nos chantiers d'insertion que vous avez en pastille violette sur la carte. Pour faire ultra vite. Une épicerie, en 2 phrases, c'est une structure d'aide alimentaire, mais qui a quelques particularités. Elle se présente comme un commerce ordinaire et les personnes qui y sont accueillies choisissent leurs produits, contribuent financièrement à l'achat de leurs produits et bénéficient d'un accompagnement social. Et c'est dans le cadre de l'accompagnement de nos 260 000 clients bénéficiaires dans les épiceries du réseau que l'on se rend compte que le nombre de travailleurs pauvres est de plus en plus nombreux, ce qui permet de passer à la suite. Voilà. De plus en plus nombreux. Pour vous donner un chiffre, dans les bénéficiaires des épiceries, 43% des personnes sont maintenant sur le marché du travail, soit en emploi, soit en recherche d'emploi, soit en arrêt. Et ce chiffre ne fait qu'augmenter d'année en année. C'est la raison pour laquelle on publie ce baromètre depuis l'année dernière. C'est la 2e édition cette année. On souhaite mieux comprendre ce phénomène, mais aussi contribuer à le faire plus connaître, puisqu'on juge que l'on n'en parle pas suffisamment dans les médias, dans le débat public, alors que c'est évidemment un vrai problème de société, comme les chiffres que l'on va montrer aujourd'hui pourront le démontrer. Voilà, je ne vais pas être plus long que ça. On avait prévu une petite surprise que l'on va vous montrer maintenant, une petite vidéo de notre ministre et qui notamment remercie, et du coup je m'associe à ces remerciements, qui remercie en particulier les salariés et les bénévoles des épiceries qui sont très nombreux en ligne à nous écouter, hein, puisqu'on a à peu près 300 participants en ligne et quelques dizaines ici en présentiel. On passe à la vidéo. Bonjour à toutes et tous. Vous allez échanger aujourd'hui sur les résultats du baromètre Andes sur la situation des travailleurs pauvres. À cette occasion, je tenais à vous adresser quelques mots et surtout vous remercier pour votre engagement au service de celles et ceux qui ont besoin de la solidarité nationale. Les chiffres de cette étude sont instructifs. Ils sont autant de matières pour orienter notre réflexion et améliorer l'efficacité de l'action publique. L'alimentation, c'est la base de tout. C'est la santé physique et mentale, c'est la dignité. C'est aussi la convivialité. Mais c'est le premier poste de réduction des dépenses quand on est en difficulté financière, comme le montre l'étude. Je retiens plusieurs données. D'abord sur le constat, plus de la moitié des travailleurs qui entrent dans la catégorie dite travailleurs pauvres déclarent se restreindre sur la nourriture. Il faut que ce constat soit largement partagé auprès des pouvoirs publics, des acteurs de la solidarité, des médias. Il faut le faire savoir. Et je remercie à ce titre les auteurs de l'étude de mettre en avant ce phénomène de la précarité alimentaire, y compris quand on a un travail. Ensuite, sur l'action publique, un chiffre frappant.
85% des personnes interrogées dans l'enquête ont le sentiment d'être abandonnées par les pouvoirs publics. C'est toute une feuille de route qui se dessine derrière ce chiffre. Nous devons mieux informer, faire connaître les dispositifs d'aide, les adapter si besoin au rythme de travail, lutter contre idées reçues sur la solidarité qui conduisent encore trop de personnes à renoncer à demander de l'aide. Nous devons travailler sur le sujet de l'aide alimentaire. Je serai d'ailleurs présent à la prochaine plénière du Cocolupa, où un nombre important d'acteurs agissent pour améliorer les politiques publiques d'aide alimentaire. Enfin, sur le rôle des employeurs. Moins d'un quart des personnes interrogées ont connaissance des démarches d'aide et de l'accompagnement social mis en place par les employeurs. Là aussi, nous avons des leviers d'action qui sont sans doute encore sous-exploités. Dans ce contexte, je voudrais vraiment saluer l'engagement des épiceries solidaires, de l'organisation de collecte de denrées alimentaires à l'aide finale qui est apportée aux bénéficiaires, en passant par l'animation des épiceries. Les salariés et bénévoles de l'ANDES jouent un rôle fondamental. Elles sont un maillon essentiel de la solidarité nationale. Au-delà de l'alimentation, vous contribuez à créer du lien, à redonner confiance, à ouvrir l'horizon de nombreuses familles. Vous jouez un rôle important dans l'insertion professionnelle de nombreuses personnes. Nous pouvons être toutes et tous très reconnaissants de votre mobilisation. Et sachez aussi que vous pouvez compter sur mon soutien. J'ai la conviction que le travail doit retrouver un rôle central dans la lutte contre la pauvreté. C'est le sens d'ailleurs des deux piliers de mon ministère, travail d'un côté et solidarité de l'autre. La lutte contre toutes les formes de précarité est une cause commune. Nous allons continuer à y travailler activement. Encore merci pour votre mobilisation. Très bonne journée à toutes et tous. Voilà pour la petite vidéo du ministre. Et je pense que maintenant, on peut rentrer dans le cœur de la présentation et confier la parole à Brice Teinturier, qui va nous parler de l'étude menée. Bonjour, merci, je suis ravi d'être avec vous. Vous avez dit que vous souhaitiez que cette thématique et que les chiffres soient plus présents dans le débat public. Et vous avez 1000 fois raison, parce que cette étude, elle est à la fois édifiante, terrible, et j'espère extrêmement interpellante. Et je me réjouis que Jean-Pierre Farandou s'en empare, parce que c'est un homme d'action. Donc on peut espérer au moins que, à la suite de ces données, des actions concrètes et fortes soient engagées. Je vais vous dire un mot d'abord de l'échantillon, c'est quand même très, très important pour cette étude. Donc c'est un échantillon de 1000 travailleurs âgés de 18 à 67 ans et qui répondent à au moins un critère de précarité ou de pauvreté, les deux pouvant se cumuler. Je vais être plus précis sur l'échantillon parce que c'est important juste après, mais il constitue un échantillon représentatif de cette population. Cet échantillon, ces 1000 personnes ont été interrogées par Internet via notre Access Panel et on avait des quotas de représentativité à la fois de sexe, d'âge, de catégorie socio-professionnelle du répondant, de catégorie d'agglomération, c'est la taille de la commune, et de région. Alors, quelle est la définition et comment on a procédé ? Parce que faire une étude auprès d'un échantillon national représentatif de la population française, j'ai envie de dire c'est facile. On sait faire, on a les quotas, voilà, c'est routinier. Là, on est sur une catégorie de travailleurs très spécifique. L'année dernière, on avait réalisé pour vous, pour Andes, ce qu'on appelle une étude de cadrage auprès de l'ensemble de la population française et on avait posé les questions qu'il fallait poser pour identifier justement cette population. Ça nous donne ensuite son profil, donc c'est un sous-échantillon extrait d'un échantillon national représentatif. On a donc le profil des travailleurs pauvres que l'on souhaite interroger et du coup, c'est comme ça qu'on a pu réaliser l'enquête à nouveau cette année. Alors, qu'est-ce qu'on entend et combien sont-ils par travailleurs pauvres ou précaires? Ce sont, je le répète à chaque fois, des actifs qui travaillent et qui, pour faire partie de notre étude, soit sont en situation de précarité en termes de rapport au travail, donc des travailleurs qui peuvent être en CDD, en contrat aidé, en apprentissage,
en mission d'intérim, en temps partiel subi. Si vous êtes dans cette catégorie-là, vous rentrez dans notre échantillon. Et puis il y a une deuxième condition, donc c'est et ou, parce que vous pouvez être les deux, c'est le seuil de pauvreté. Donc si le seuil de pauvreté, il varie selon, on comprend aisément, la composition du ménage. Ce n'est pas la même chose si vous êtes une femme monoparentale avec 2 enfants ou un couple avec un enfant. Donc ça varie et il est calculé par l'INSEE comme répondant à chaque fois à 60% du revenu médian. Donc le revenu médian, c'est celui qui coupe en deux la population, ce n'est pas la moyenne. Ça veut dire que vous avez la moitié qui est en dessous, la moitié qui est au-dessus de ce revenu médian. Donc suivant votre situation personnelle, je suis travailleur seul ou marié ou enfant, etc. Si vos revenus sont inférieurs à 60% du revenu médian, eh bien vous êtes considéré comme un travailleur pauvre. Donc vous voyez bien que vous pouvez être un travailleur précaire et aussi pauvre. Les deux conditions peuvent s'ajouter. Et à ce moment-là, on se rend compte que dans notre pays, vous avez 17% de Français qui correspondent à la catégorie des travailleurs précaires et ou pauvres sur la base donc de cette définition. Est-ce que c'est bien clair là-dessus? Parce que après, il faut l'avoir en tête, qui on a interrogé et pourquoi, sur la base de quels critères. Donc si c'est clair, et 17%, rien que ça doit nous interpeller. Si c'est bien clair pour tout le monde, on peut continuer. Alors juste une petite chose, c'est que ces travailleurs pauvres ou précaires, ils peuvent être dans plusieurs catégories à la fois. Et on en a, puisqu'on a leur profil, on sait qui ils sont. Bien, par exemple, 41% sont des couples avec enfants sous le seuil de pauvreté. 31% sont en intérim, en CDD ou en apprentissage. 15% en temps partiel subi, etc., etc. Vous pouvez avoir plusieurs catégories, mais vous pouvez appartenir à plusieurs catégories. Vous pouvez évidemment être en temps partiel subi et être une famille monoparentale sous le seuil de pauvreté. C'est pour vous dire qu'on a le profil, et on a le profil aussi sur d'autres variables. Alors maintenant, les résultats. Bon, on a un précédent qui est le baromètre, la vague du baromètre de 2025. Donc on va aussi raisonner en termes d'évolution. Il y a les chiffres et ce qui se passe dans ce pays aujourd'hui, puis aussi comment ça évolue. Alors en 2026, on a une précarité, vous allez le voir, qui persiste. Il y a quelques points d'amélioration, il y a des points de dégradation, et il y a plus que jamais le sujet de l'alimentation. Quand on pose la question donc, aux interviewés, comment évalueriez-vous votre situation actuelle? On en a 85% qui nous disent « je peux payer mes factures et mes dépenses courantes, mais je dois faire attention à mon budget ». 20%, j'ai souvent de grosses difficultés à payer mes factures, et 5%, je ne m'en sors pas. Et puis 15%, je n'ai pas de difficultés. Donc 85% déclarent faire attention à leur budget, et 25% rencontrent de grosses difficultés. Premier point, mais qui permet déjà, je trouve, de caler un peu les choses. Auprès de ces personnes aussi, est-ce que, quand on leur demande de se projeter dans l'avenir, est-ce qu'ils estiment qu'il y a un risque réel de se retrouver dans une des situations, je ne sais pas si vous voyez bien, hein, mais qu'on leur proposait, vous en avez 72% au total qui pensent connaître au moins une situation de précarité dans l'avenir. Alors ces situations, c'est un risque de devoir se restreindre ou de se restreindre encore plus, puisque vous allez voir qu'ils se restreignent déjà, sur leur alimentation. C'est le plus fort poste, 60% nous disent ça. C'est aussi un risque de perte de revenus, évidemment ils sont inquiets, et là c'est beaucoup plus élevé chez les travailleurs en intérim ou en temps partiel subi. C'est un risque de dégradation de son état de santé, et le lien est évident, et on va le voir à nouveau, entre l'alimentation, la pauvreté, la santé. C'est le risque de perdre son emploi, puisqu'on est vraiment auprès d'une population de travailleurs, ou de perdre son logement. Donc quand ils se projettent dans l'avenir, il y a quand même une immense majorité, 72%, qui nous citent au moins un de ces risques, et donc qui se propulsent dans une situation de plus grande précarité potentielle. Alors l'alimentation, je commençais à le dire un peu, c'est un budget qui est sous pression. Vous allez voir qu'il y a des stratégies franchement terribles de la part souvent des parents pour s'adapter, ou même quand on n'est pas parent, pour gérer ce qu'il faut bien appeler les restrictions. Alors, et le terme est encore un peu euphémisé. Quand on leur pose la question dans votre budget mensuel, quels sont les 3 principaux postes de dépenses qui pèsent le plus sur votre foyer, en numéro 1, on en a 65% qui nous disent « mes courses quotidiennes », c'est-à-dire l'alimentation, l'hygiène, des choses comme ça. Très peu derrière, à 61%, le loyer, les charges liées au logement.
Et puis 56%, les dépenses énergétiques. J'ai envie de dire 3 besoins fondamentaux qui sont se nourrir, se loger et se chauffer. Et donc là, on est sur ces postes-là. Il y en aurait un autre qui est en bonne santé, et on va voir qu'il arrive en conséquence de ce qu'on a. Et toutes les autres choses qu'on avait citées sont beaucoup plus marginales. Vous voyez, vos dépenses de téléphonie, d'Internet, c'est 10%. Les dépenses liées à la scolarité des enfants, c'est beaucoup moins. Donc c'est vraiment ces 3 gros postes qui sont les plus importants et qui pèsent dans le foyer. Également, au cours de l'année des 12 derniers mois, on en a près de 8 sur 10 de ces travailleurs pauvres en situation précaire qui ont mis en œuvre une stratégie de restriction. Alors 80% nous disent qu'ils ont dû, avec un accent circonflexe, réduire souvent leurs dépenses. Quand on dit souvent, c'est très souvent ou assez souvent. Plus des 2 tiers qu'ils ont dû réduire souvent des dépenses vitales ou fondamentales, l'alimentation, l'énergie, la santé, l'hygiène, et 65% des dépenses de loisirs. Donc on est dans une situation de restriction et de comment on va faire pour s'en sortir. Alors ces difficultés, elles ont des conséquences extrêmement concrètes sur les travailleurs pauvres. Là aussi, quand on leur demande est-ce que vous diriez que les difficultés que vous... je suis assez myope, que vous rencontrez pour réussir à vous alimenter correctement au sein de votre foyer ont des impacts importants ou pas sur les aspects suivants. Là, vous avez également des choses assez édifiantes. Les 2 tiers nous disent oui, ma capacité à me projeter dans l'avenir. Et c'est une question très intéressante, je trouve. Vous voyez que cette situation-là se met à converger, à abîmer toute la vision que peut avoir une personne de ce qui va se passer. Donc son moral, sa capacité à se projeter, son niveau de stress, son sommeil. Là, on est à plus de 60% qui nous disent que ça a un impact important. Et puis, vous avez d'autres dimensions, également la confiance en soi-même, qui est abîmée par ces situations. Les relations sociales, on y reviendra avec la question de l'isolement, de la honte, etc. Et puis, sa vie professionnelle, évidemment, à 55%. Donc, très concrètement, on a des difficultés qui impactent l'ensemble du spectre de la vie. Et pas simplement, j'ai des restrictions et j'ai des problèmes de budget, donc comment je m'en sors sur ces problèmes-là, et uniquement ces problèmes-là. Alors, les restrictions, on va y venir, elles mènent maintenant, auprès d'une très grande partie de l'échantillon, de cette population, à des privations alimentaires. Et il faut vraiment en être conscient. Là, on est sur un des chiffres, moi, que je juge les plus importants de toute l'étude. Donc la question, c'est au sein de votre foyer, êtes-vous actuellement confronté aux situations suivantes en raison de votre situation financière? Ne pas pouvoir vous offrir certains produits plaisir, 73%. Restreindre vos quantités de nourriture, on est vraiment, je redis les choses, restreindre ma quantité de nourriture et donc ne pas pouvoir manger à votre faim. L'item précisait bien ça. Et là, vous avez plus d'un travailleur précaire ou pauvre sur 2 qui nous dit oui, ça m'est arrivé. 27% très ou assez souvent, progression de 2 points. Tout à l'heure, pour s'offrir certains produits plaisir, c'était 40% très souvent ou souvent, et là on était à plus 4. Être obligé de sauter plusieurs repas par semaine, 41%, dont 19% de très souvent ou assez souvent, plus 3. Et devoir sauter plusieurs repas par semaine pour permettre à d'autres personnes du foyer, notamment les enfants, de manger, 40%, ça m'est arrivé très souvent ou souvent, 40%, pardon, dont 22% très souvent ou souvent, plus 3. Donc vous voyez que ça progresse légèrement, mais sur toutes ces dimensions, quand vous prenez l'échelle, très souvent ou souvent. Et au total, quand vous cumulez, puisque ce qu'un même individu répond à l'une de ces 4 situations, vous êtes à 49%, donc 1 sur 2, qui déclare souvent être confronté de se restreindre à propos de son alimentation en raison de sa situation alimentaire. Et là, c'est une progression de 4 points par rapport à l'année dernière, donc c'est tout à fait significatif. Et c'est ça qui vraiment est un des enseignements, je crois, parmi les plus importants de cette enquête. Donc on a cette dimension très, très forte. On a également, quand on creuse un peu et qu'on leur demande au sein de votre foyer, êtes-vous actuellement confronté aux situations suivantes en raison de votre situation financière, donc toujours sur ce qui est arrivé et de manière extrêmement concrète. Ne pas pouvoir varier ses repas, 73%. S'alimenter essentiellement de féculents, 70%. Et là aussi, par exemple, sur
vous alimentez essentiellement de féculents, ce qui est une stratégie d'adaptation, hein, évidemment, 46% de souvent, très souvent, en progression de 3 points. Vous avez d'autres dimensions qui sont extrêmement importantes. Ne pas pouvoir manger assez de fruits et de légumes frais, 68%. Là aussi, ça progresse sur l'échelle de régularité, souvent ou très souvent, de 5 points. Ne pas pouvoir manger assez de protéines animales, viande, poisson, etc. 66%, les 2 tiers donc, de ces travailleurs. 39% plus 5 points sur l'échelle très souvent ou assez souvent. Et acheter essentiellement des aliments industriels, 67%. Là aussi, petite progression d'1 point sur le très souvent ou sur le assez souvent. Et au total, quand vous cumulez ce qu'un même individu déclare vivre, c'est-à-dire pas à chaque fois, parce que ça peut être des individus différents qui vont nous dire une fois ne pas pouvoir ceci, et puis sur les autres dimensions, par exemple, dire oui. Donc quand on fait ce qu'on appelle dans notre jargon un total logique, c'est-à-dire en termes de nombre de répondants qui sont confrontés à au moins une de ces situations ou qui nous disent avoir souvent du mal à adopter une alimentation équilibrée en raison de leur situation familiale, donc notamment ne pas pouvoir consommer des fruits ou des légumes frais ou varier suffisamment ses repas, on est à 68%. Et ce chiffre, il monte à 80% chez les familles monoparentales qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc le sujet, il est majeur, il est là. Les chiffres sont quand même, j'hésite entre atterrants et effrayants, mais il faut évidemment ensuite s'y atteler, c'est ce que vous faites. Les petits jugements personnels, 1000 bravos. Mais il y a vraiment cette situation, on la mesure, et elle doit évidemment résonner dans toute la population. Alors, si l'argent, et ça c'est très important aussi, quand on leur demande, mais si l'argent n'était pas un problème, quel produit alimentaire achèteriez-vous le plus souvent? Pourquoi on pose cette question? Parce qu'il y a des gens qui nous disent, oui, mais ils iraient sur les produits plaisir, par exemple. Eh bien, pas du tout. S'ils avaient un peu plus d'argent, ils iraient d'abord un peu plus sur de la viande et du poisson, des fruits et des légumes frais, et puis des produits bio ou locaux. Donc ça ne serait pas je vais sur les produits industriels, des plats tout préparés. Ça, c'est faux. C'est 8%, c'est totalement marginal. On a vraiment, mais avec plus d'argent, je me nourrirai mieux en termes de protéines animales, en termes de fruits et de légumes frais, et puis aussi de produits bio ou locaux. C'est pour tordre le cou à certains stéréotypes. Petit focus maintenant sur les familles, parce que là aussi, il y a beaucoup à dire. Donc, quand on leur demande, on est sur ceux qui ont des enfants, et avec vos enfants, est-ce qu'il vous arrive d'être confrontés aux situations suivantes en raison de la situation financière de votre foyer? Alors, ne pas pouvoir varier leurs repas ou leur proposer les mêmes aliments, est-ce que ça vous arrive souvent? Est-ce que c'est arrivé et avec quelle fréquence? Oui, pour 63% de cette population. Et 32%, c'est en progression très souvent ou souvent. Les nourrir essentiellement avec des féculents, des pâtes, du riz, etc. Oui, c'est arrivé à 62% et souvent à 34% en progression également. Composer essentiellement leurs repas avec des aliments industriels, eh bien oui, à 58%. Ensuite, ne pas pouvoir manger assez de fruits et de légumes frais, on est à 57% quand même. Ne pas pouvoir leur faire manger assez de protéines animales, 55%. Et ne pas pouvoir les faire manger à la cantine de leur école, on est à 1 tiers. Donc les situations dans ces familles-là, ce n'est pas des situations abstraites, ça leur est arrivé avec une fréquence qui est démontrée, là, qui est mesurée. Je pense que c'est vraiment l'intérêt du baromètre de permettre d'objectiver un certain nombre de choses et ensuite de travailler sur des bases saines en termes d'action. Et du coup, si vous faites pareil un total, vous avez une famille sur 2 qui déclarent avoir souvent du mal à donner une alimentation équilibrée à leurs enfants en raison de leur situation financière. 50%, une famille sur 2, parmi les familles qui ont des enfants et qui correspondent à la définition de départ, situation précaire, de travailleurs précaires ou pauvres, ou pauvres. Quand on creuse également sur d'autres indicateurs, eh bien on a 82% qui ont dû réduire souvent des dépenses vitales ou fondamentales, l'alimentation, l'énergie, la santé, parce qu'il y a toute la batterie, donc on peut regarder aussi combien on réduit au total souvent des dépenses et de quel type. Les 2 tiers nous disent être souvent contraints de se restreindre à propos de leur alimentation en raison de leur situation financière, donc on est vraiment sur cette clé, et un gros tiers sont contraints de récupérer de la nourriture.
37%, et c'est en augmentation de 4 points par rapport à l'année dernière. À chaque fois, vous avez la base de comparaison en bas du tableau, j'espère que vous la voyez bien, par rapport à l'ensemble de l'échantillon. Et vous voyez qu'on est à 82% donc, chez ces familles qui ont des enfants, 92% par exemple qui ont souvent réduit des dépenses vitales, versus 60% sur l'ensemble de l'échantillon. Les 66%, il faut les comparer aux 49% de l'ensemble, et les 37% aux 27% de l'ensemble. Donc c'est systématiquement plus haut, mais c'est massivement plus haut. C'est-à-dire que l'écart, il n'est pas de 2 ou 3 points. C'est un écart extrêmement fort. Et donc le sujet de ces familles est un sujet majeur. Moi, j'ai eu l'occasion déjà, à travers d'autres études, de le mesurer et de dire souvent, le sujet majeur, c'est les familles monoparentales, les femmes en situation de toutes seules pour élever des enfants et qui gagnent trop peu pour pouvoir s'en sortir. Alors, je continue dans ce baromètre qui est donc assez édifiant et terrible. Vous en avez plus d'une sur deux ou d'un sur deux qui sautent des repas pour permettre à leurs enfants de manger. 21% conseillent à leurs enfants de manger le plus possible à la cantine. Enfin, je trouve, voilà, on leur dit mange, remplis, gaffe-toi, prends tout ce que tu peux, parce que quand ils rentrent, on n'est pas en capacité de leur donner suffisamment. 65% donc les nourrissent essentiellement avec des féculents, c'était 62% l'ensemble de l'échantillon. Donc c'est toujours un peu au-dessus de l'échantillon global. Et puis, il n'y a pas que l'alimentation. Vous avez aussi 68% qui réduisent très souvent ou souvent leur consommation d'énergie, alors que c'est à 53% dans l'ensemble de la population. Donc vous voyez qu'ils vont réduire leur consommation d'énergie pour essayer de tenir à peu près le coup sur leur consommation alimentaire, alors qu'on est sur les 3 besoins fondamentaux indiqués en préalable. Et ils le sont donc beaucoup plus que l'ensemble de l'échantillon. Et l'impact sur la santé, on le voit bien là, puisqu'on en a 40% dans ces familles qui remettent, qui déplacent à plus tard des soins médicaux. Ça, c'est le tableau, j'ai envie de dire, très concret des comportements. Ce n'est pas une étude là d'opinion, ce n'est pas le versant opinion, je pense que ceci ou cela. Ce sont des questions sur ce qu'ils vivent, sur ce qu'ils font. Il y en a juste quelques-unes sur la projection. Maintenant, il y a un dernier ou un avant-dernier volet qui est quand même, et qu'est-ce que ça provoque en termes de sentiments, parce qu'on vit dans une société. Et bien, ça provoque un sentiment d'abandon, à la fois personnel et à la fois collectif. On se sent abandonné aussi par la collectivité. Alors, vous prenez un indicateur comme celui-là qui essaye de mesurer si les gens se sentent seuls ou pas, qui est extrêmement éclairant. Donc, au cours des 12 derniers mois, avez-vous rencontré les situations suivantes? J'insiste, hein, on est sur les situations suivantes. C'est pas, je pense que c'est du concret, c'est du vécu tel qu'il nous le déclare. Eh bien, vous en avez 63% qui nous disent que c'est arrivé que de se sentir très seul. Ils étaient 61% la dernière fois. Et très régulièrement ou souvent très seul, vous en avez 28%. Là aussi, c'est en augmentation par rapport à il y a un an. Et puis ne pas savoir vers qui se tourner pour résoudre un problème, c'est ça vraiment le sentiment d'abandon. C'est quand vous vous sentez seul et en plus, vous ne savez pas vers qui chercher la solution. Bien là, c'est arrivé à 58% d'échantillons et à 24% régulièrement ou souvent. Premier point. Puis deuxième point, est-ce qu'en tant que citoyen, parce que ce sont des citoyens aussi, et il est impératif que ces travailleurs précaires ou pauvres se sentent citoyens d'un collectif, est-ce qu'ils ont le sentiment d'être abandonnés ou pas par les pouvoirs publics? Réponse massive à 85%, oui. Quand vous êtes dans cette situation, ben vous vous dites, on ne compte pas, ou en tous les cas, il y a un sentiment d'abandon. C'est encore plus fort chez les 45 ans quand vous prenez ceux qui se sentent très souvent abandonnés, encore plus fort chez les ruraux, beaucoup plus fort chez les personnes qui ont des difficultés financières et qui l'ont décrit. Là, on est à 48% de oui très souvent. Bon, le sentiment d'abandon, c'est véritablement quelque chose qui est répandu et très répandu chez ces personnes. Et est-ce que pour obtenir certaines aides ou allocations familiales ou allocations de logement, etc., ils le font? Est-ce qu'ils peuvent obtenir ou pas ces aides? Ou est-ce qu'ils ont l'impression d'être légèrement au-dessus du seuil qui leur permet d'en bénéficier? 59% nous disent qu'ils sont au-dessus, ils ont ce sentiment-là, à tort ou à raison, hein, et plutôt à tort. On sait que très souvent, il y a une partie des aides disponibles
que ces populations-là ne viennent pas demander parce qu'elles s'estiment pas dans les bons critères, ou alors parce qu'elles sont tellement précaires, tellement dans le quotidien et la pression du quotidien, qu'elles n'ont pas la possibilité d'être à la recherche de ces allocations. Là, on est à 59%, et du coup, c'est ce que je vous disais à l'instant, ce sont des aides qui sont peu mobilisées par ces travailleurs. Est-ce qu'ils ont déjà eu recours aux moyens suivants pour s'alimenter? À des distributions gratuites de colis alimentaires, oui à 22%, à des épiceries sociales et solidaires, 21%, à des chèques alimentaires, 21%, à des distributions de repas chauds, 19%, et à des cantines de restaurants scolaires, 16%. Donc, au total, 32% nous disent avoir eu recours à au moins une aide alimentaire. C'est moins que la dernière fois. Alors que les difficultés, on l'a vu, au mieux sont stables, de temps en temps il y a des éléments de stabilité, et en réalité souvent en progression. Donc il y a vraiment, et ce sont des chiffres qui sont relativement faibles. Ça montre aussi le sentiment d'abandon et le fait que ces personnes se replient forcément sur elles-mêmes, mais dans une vie aussi qui est marquée par l'urgence de s'en sortir. Quand on leur dit à ceux qui nous ont déclaré ne jamais avoir eu recours à des aides alimentaires, quand on leur demande mais pour quelles raisons, vous retrouvez ce que je vous indiquais là. Première réponse, je pense que je ne remplis pas les conditions pour recevoir de l'aide alimentaire. C'est cité à 56%. C'est stable ça par rapport à 2025. Mais également, et ça progresse fortement et brutalement, je serais gêné ou j'aurais trop honte de bénéficier de ce type de structure. Et vous avez donc d'une part la méconnaissance ou le sentiment qu'on ne saura pas, qu'on ne remplit pas les critères. D'autre part, maintenant, quelque chose de très personnel. C'est un sentiment de honte qui est en progression de 10 points par rapport à la dernière fois. On était à 32%. Et puis l'idée, et ça touche des représentations de la dignité. Je préfère ne pas dépendre d'une aide extérieure et rester autonome. Ça, c'est un peu en baisse, 36%. Mais mon entourage m'aide. Donc en gros, je me débrouille sans avoir recours à ça. Je ne connais pas les aides alimentaires disponibles, ce qui revient aussi à la question des critères, etc. Au total, vous en avez plus des 2 tiers, 64%, à peu près des 2 tiers, qui nous disent par manque de connaissances et 19% par manque d'accessibilité. Donc on fouille, le baromètre est bien fait. Les questions permettent d'aller un peu plus loin. Est-ce que vous avez connaissance d'une démarche d'aide et d'accompagnement actuelle? On leur précisait. Eh bien, massivement, vous le voyez, 77% nous disent que non. Est-ce que vous avez déjà demandé de l'aide? 91% nous disent que non. Donc il y a clairement des trous dans la raquette ou des freins qui font que ces aides sont insuffisamment mobilisées. Alors sur quel sujet ils souhaiteraient être aidés par leur employeur? Je dis bien leur employeur. Et ça pose la question justement de ce que font les entreprises et d'une partie de leur raison d'être. Qu'est-ce qu'ils voudraient, ces travailleurs pauvres? D'abord, s'il devait y avoir une aide de leur employeur, c'est les aider à préparer leur retraite. Là, c'est ce qui ressort le plus, à 34%. Ça traduit une vraie inquiétude. Quand vous êtes en situation de précarité, bien évidemment que vous avez cette inquiétude. Et puis, ça montre à quel point on a besoin d'avoir une réassurance sur ce qui serait des revenus un peu fixes. Et là-dessus, très souvent, ils sont largués. Enfin, l'ensemble de la population française se dit massivement incapables de savoir facilement ce qu'ils gagneront à la retraite. Donc pour cette catégorie de travailleurs précaires ou pauvres, c'est encore plus difficile. Ensuite, vous avez quand même, on demanderait tout ce qui concerne la santé physique, la prévention, comment gérer en fait ses finances personnelles. Bon, ça, c'est les avances sur salaire, principalement, quand on n'arrive pas à boucler le mois et qu'on voit que ça va être très dur. Mais la santé également, qui revient, je vous l'avais dit, santé mentale, bien-être psychologique, c'est ça qu'ils attendraient. En fait, il n'y a pas une hiérarchie très forte avec un chiffre qui serait the problème et puis d'autres choses marginales. Il y a beaucoup de choses. Ils auraient besoin de beaucoup de choses dans beaucoup de domaines. De l'aide en cas de coup dur, de l'aide pour la santé mentale, l'alimentation évidemment, et tout ça, c'est à peu près au même niveau. Donc ça traduit la profusion de besoins. Et s'ils rencontrent des difficultés personnelles, familiales ou professionnelles, pour quelles raisons ils ne m'ont pas sollicité des aides de leur entreprise, qui parfois existent. Alors après, ça renvoie aussi à qu'est-ce que font concrètement les entreprises. Est-ce qu'elles diffusent suffisamment en interne ce qu'elles peuvent faire? Pas toujours. Mais le premier item cité, c'est « j'aurais honte de demander de l'aide ». Donc vous voyez la situation d'isolement, c'est ce sentiment de honte
Et puis ce sentiment de méconnaissance, il faut que j'accélère. Ou je ne voudrais pas que mon employeur ait connaissance de mes difficultés, ou que mes collègues soient au courant. Je préfère gérer seul tout ça ou avec mes proches. Bon, bref, on a du mal à afficher cette situation. Donc c'est aussi un frein et c'est absolument terrible. Voilà, c'était le dernier mot. Je passe la parole maintenant, si j'ai bien compris, à Anne Rubinstein pour la suite. Merci de votre attention. Merci Brice Teinturier. Donc j'invite Gilles Berset et Anne Rubinstein à nous rejoindre. Vous pouvez vous mettre là, oui. Donc Anne Rubinstein, vous êtes depuis janvier 2024 déléguée interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. Et par le passé, vous avez notamment été chef de cabinet sous les présidences de François Hollande et d'Emmanuel Macron. Et Gilles Berset, vous êtes professeur d'économie à Neoma Business School. Vous êtes par ailleurs président du Conseil d'orientation des retraites qui est chargé d'éclairer notamment le politique sur les questions des retraites. Et vous avez écrit en 2024 un essai intitulé « Travailleurs mais pauvres ». Alors pour commencer, Anne Rubinstein, le baromètre a mis en lumière notamment les trous dans la raquette du côté des entreprises. À vos yeux, je crois que les entreprises doivent vraiment jouer un rôle. Comment et comment vous allez les inciter à jouer ce rôle ? Dans ce baromètre, tout est dit en vérité, de la pauvreté, de ce caractère, comme Brice Teinturier l'a dit, ce caractère qui s'applique à l'ensemble de la vie quotidienne d'une personne et de cette difficulté effectivement à trouver des réponses qui soient adaptées. Et il y a ce sentiment qui est assez terrible quand on isole les travailleurs, et en les qualifiant de travailleurs pauvres, c'est-à-dire que quand on parle de pauvreté, on a tendance à immédiatement mettre une flèche derrière accès à l'emploi, accès au travail, et pourtant le travail ne protège pas toujours de la pauvreté, et c'est ce qui est montré là. Donc c'est extrêmement utile d'avoir ce baromètre. Moi, j'espère que ça aidera au plaidoyer pour que ce problème soit pris plus à bras-le-corps que ce qu'il est. Et pour répondre à votre question, j'ai le sentiment que la pauvreté aujourd'hui, ça a toujours été d'ailleurs, c'est une construction sociale et donc tous ceux qui composent une société doivent s'interroger sur leur rôle sur cette question-là et surtout de ce qu'ils pourraient faire devant finalement la complexité du sujet. Et donc à cet égard, une entreprise, c'est une entité sociale. D'abord, c'est une entité où les gens se croisent. Les gens, c'est un endroit où on se rencontre dans une entreprise. Et il me semble que la situation sociale de son collègue, la situation sociale de son salarié doit faire partie des préoccupations d'une entreprise. Et puis au-delà de ça, une entreprise, elle a intérêt à agir pour plein de raisons. D'abord parce que on ne crée pas de la richesse dans un environnement où tout le monde est pauvre. Voilà, c'est bête à dire, mais c'est comme ça. Parce qu'un travailleur en situation de pauvreté, eh bien, on peut imaginer qu'encombré par ces stratégies de survie, hein, c'est de ça dont parle cette étude, des stratégies de survie, vous êtes peut-être moins allant dans la façon dont vous vous impliquez dans votre travail. Et honnêtement, ce n'est pas du tout un reproche, on ne peut pas faire plus que ça. Parce que quand on est une entreprise, on a aussi quelque chose à faire dans son territoire. On a à se poser des questions. Quelle part, moi, je peux prendre dans l'aide qui n'est pas forcément... Moi, je n'attends pas des entreprises qu'elles remplacent l'État ou qu'elles jouent un rôle de travailleur social. Ce que j'attends des entreprises, c'est d'abord qu'elles identifient mieux ce sujet. Pendant longtemps, les entreprises ont considéré que les conditions de vie de leur personnel, c'était pas leur problème, c'était la vie privée. Bien sûr que si, c'est le problème des entreprises pour toutes les raisons que j'ai dites avant. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment, pour l'avoir quasiment essayé de faire ça depuis mon arrivée sur ce poste, de mobiliser les entreprises, elles sont
à l'écoute. D'abord, il faut quand même dire que celles qui ont le plus de travailleurs pauvres, qui sont, vous l'avez dit, des travailleuses, massivement des travailleuses pauvres, elles viennent des secteurs en tension. Et donc, peut-être qu'il faut se poser la question, quand on est une entreprise, j'ai du mal à recruter, et deux, j'ai beaucoup de travailleurs pauvres. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire ? Il y a des entreprises qui considèrent qu'elles peuvent aussi peut-être imaginer des offres inclusives, pas seulement pour ces travailleurs, mais pour ses clients. Moi, je trouve qu'on a finalement assez peu recours à une forme de tarification sociale. Après tout, il y a des tas de biens qui pourraient être, dont le coût pourrait être moins cher pour les gens qui sont le plus en difficulté, et pourquoi pas pour les salariés de la boîte. Il y a celle sur l'alimentation, c'était un segment de la pauvreté. Il y a celles qui peuvent agir aussi sur le logement. Le logement, c'est la part la plus importante des dépenses contraintes, qui explique d'ailleurs la progression de la pauvreté. La pauvreté progresse parce que de plus en plus, il y a des points de budget qui prennent une place de plus en plus importante, et elles peuvent agir. Certaines acceptent d'agir sur le cautionnement, parce que c'est dur d'avoir un logement si vous n'avez pas de caution, et donc elles se portent caution. Il y a des entreprises qui, au sein de leur fédération professionnelle, ont décidé de faire un fonds pour les événements de la vie, et pour pouvoir mobiliser justement ce fonds à destination des travailleurs qui peuvent en avoir besoin à certains moments. Vous voyez, il y a une palette très large, et aujourd'hui, les entreprises sont prêtes à le faire. Alors, il faut qu'on surfe là-dessus, et moi, je ne m'en prive pas. Voilà, c'est un levier parmi d'autres. On est en face d'une situation, elle est effectivement presque émotionnellement insupportable. Là, on imaginait, en entendant les chiffres, la vie quotidienne de ces gens. La vie quotidienne, c'est de la survie. Donc, avec tout le cortège de conséquences que ça peut avoir pour l'individu, pour ses enfants, pour sa projection dans l'avenir, et d'autant plus quand on sait en France qu'une des caractéristiques de la pauvreté, il n'y a vraiment pas de quoi être fier, dans le pays qui par ailleurs a le système de protection sociale le plus performant au monde, la pauvreté chez nous, elle se transmet, elle est presque héréditaire. Vous êtes pauvre parce que vos parents étaient pauvres, vos grands-parents étaient pauvres, et vos enfants seront pauvres, et vos petits-enfants seront pauvres. Donc, quelque part, c'est vraiment notre problème à tous. Et donc, dans tous, il y a aussi les entreprises. J'étais un peu longue. Non, c'est très bien, c'est parfait, merci. Gilbert Sette, vous, dans votre essai, vous avez notamment mis en lumière le fait, et le baromètre le montre bien, que les personnes qui sont concernées, les travailleurs précaires, ce sont notamment des personnes à temps partiel, et vous appelez à revoir l'organisation, en tout cas à inciter, à encourager les temps pleins. Et pour vous, je crois, la solution n'est pas forcément par une revalorisation du SMIC, ne passe pas forcément par là. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer Oui, merci. Avant de présider le Conseil d'orientation des retraites, je présidais une institution qui s'appelle le Groupe d'experts sur le SMIC. Je présidais cette institution pendant 8 ans, et c'est à ce titre que j'avais beaucoup travaillé sur les questions de pauvreté, et de pauvreté laborieuse, comme on dit, pauvreté de personnes qui ont un travail. Et le constat qui était fait, d'une part, c'est que travailler n'était pas une antidote contre la pauvreté. En France, comme dans d'autres pays d'ailleurs, sur ce plan-là, il y a rien de spécifique à la France. Alors, on peut essayer de se pencher sur les questions de mesure de la pauvreté, mais enfin, quelle que soit la mesure, et on peut prendre d'autres mesures qui sont très proches de celles qui sont prises dans le sondage. Je pense à ce que mesure l'INSEE dans son indicateur de privation. De privation avec des conclusions qui rejoignent exactement le constat qui vient d'être fait. On voit qu'il y a beaucoup de travailleurs qui sont dans cette situation. Alors du coup, on s'était penché sur qu'est-ce qui caractérise ces travailleurs. Il y a 2 aspects essentiels qui caractérisent les situations de pauvreté pour les travailleurs, et qui ont été bien mis en exergue par le travail d'Ipsos. C'est premièrement le travail à temps partiel, ou des périodes de travail
qui s'interrompent, des contrats courts en quelque sorte, un enchaînement de contrats courts avec des périodes non travaillées entre des contrats courts. Donc temps partiel ou contrat court, c'est l'un des premiers facteurs de pauvreté laborieuse, d'un point de vue statistique, hein. Et puis l'autre facteur, c'est effectivement les charges familiales. Et la situation la pire, si j'ose dire, du point de vue de l'exposition à la pauvreté, c'est bien sûr des familles monoparentales avec un parent, généralement le parent en charge des enfants, généralement la mère, en situation de temps partiel et de temps partiel contraint. Juste pour vous donner un petit chiffre, le taux de pauvreté des travailleurs à temps plein, il est d'environ 5%. Il est multiplié par 3 pour les temps partiels. Il est multiplié par 5 pour les temps partiels dont le quota de travail est inférieur à 50% d'un temps plein. Et il est multiplié par 6 pour les temps partiels en situation de monoparentalité. Donc vous voyez, ces facteurs sont forts, hein, concernant les risques de pauvreté laborieuse. Et du coup, on s'était penché statistiquement sur qu'est-ce que ferait une augmentation du salaire minimum, qui est un salaire horaire, une augmentation de 5, 10, 15, 20%, même une augmentation très forte du salaire minimum, ne réglerait pas le problème, ne réduirait que très peu les situations de pauvreté laborieuse. Alors ça veut dire quoi, ce que je viens de dire? Ça veut dire que le travail contre la pauvreté laborieuse doit associer deux types de travaux. D'une part, les politiques publiques pour sortir les personnes des facteurs, en quelque sorte, de pauvreté laborieuse, je vais y revenir, et puis d'autre part, le travail d'institutions, d'associations comme la vôtre, qui interviennent pour réduire, évidemment, ces situations de pauvreté. Les deux doivent être reliés de façon indissociable. Les deux, simultanément, sont indispensables. C'est essentiel. Alors, l'État français intervient beaucoup. Vous l'avez dit, on est sans doute le pays qui redistribue le plus. Les chiffres sont incroyables. Quand on prend le revenu des 10% les plus riches, qu'on compare au revenu des 10% les plus pauvres, l'écart avant redistribution va de 1 à 20 en moyenne. Quand on prend en compte la redistribution monétaire, l'écart va de 1 à 9. Quand on prend en compte la redistribution non monétaire, l'écart est de 1 à 3 en France. Il n'y a aucun pays qui réduise autant l'écart entre les revenus élevés et les bas revenus que la France. Et on ne prend pas en compte, dans cette analyse qui a été faite par l'INSEE, on ne prend pas en compte l'intervention des collectivités locales, parce qu'il y a autant de types d'interventions qu'il y a de collectivités locales. C'est d'une difficulté inouïe, ce qu'on appelle, nous, les économistes, les droits connexes. Et on ne prend pas en compte, bien sûr, l'action d'associations comme la vôtre. Donc, ça signifie quoi? On intervient beaucoup. Mais on intervient peut-être d'une façon qui n'est pas assez ciblée dans de nombreux cas, et pas assez efficace dans d'autres cas, c'est-à-dire qui n'interviennent pas d'une façon efficace pour sortir ou bien de situations de temps partiel contraint, ou bien pour aider les ménages en situation de monoparentalité à assumer la garde d'enfants et à rendre compatible la garde d'enfants avec un nombre d'heures travaillées plus important. Donc, pour l'État, l'action doit être d'essayer de lutter contre les situations de temps partiel contraint. Ça a été très bien dit dans le sondage qui a été présenté. Il faut vraiment avoir un acharnement énorme dans cette lutte, et peut-être que des initiatives qui ont été prises dans d'autres pays, je pense à l'Allemagne il y a quelques années, mais il y en a d'autres, doivent être analysées, évaluées pour savoir si elles pourraient être transposées dans un pays comme le nôtre, avec des adaptations bien sûr. Et puis, bien sûr, l'aide aux familles, et en particulier aux familles monoparentales, pour assumer la charge d'enfants, doit être développée dans un pays comme le nôtre. Mais un pays comme le nôtre développe énormément sur ce plan-là,
déjà. Ça ne veut pas dire que c'est assez, mais on est sans doute le pays dans lequel la garde d'enfants, la prise en charge d'enfants est la plus aidée quand on se compare aux autres pays européens. Vous voyez, c'est un constat qu'il faut avoir, mais il faut poursuivre, il faut continuer, il faut peut-être cibler sur des publics particulièrement exposés au risque de pauvreté et de privation, comme ça a été dit tout à l'heure. Vous voyez, donc, en substance, mon propos consistera à dire bravo à des institutions comme la vôtre pour intervenir, pour réduire le caractère effrayant, comme le disait Brice tout à l'heure, de ces situations. C'est à peine soutenable d'entendre ces chiffres. Et puis du côté des pouvoirs publics, rechercher davantage d'efficacité et sans doute de ciblage dans l'intervention publique pour lutter contre les facteurs de pauvreté laborieuse, temps partiel contraint, garde d'enfants, compatibilité entre la prise en charge des enfants, entre autres, et peut-être même particulièrement pour les familles monoparentales, prise en charge des enfants, et puis l'activité de travail. Un grand merci. En tout cas, merci d'être venu partager votre analyse. Alors, on va passer... allez-y, je vous en prie. On va passer à la deuxième partie de notre échange. Juste, je pense que je ne l'ai pas dit, donc pour ceux qui sont à distance, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On pourra y répondre à la fin de l'échange. Donc pour cette deuxième partie, j'appelle sur scène, entre guillemets, Thierry Baron. Alors pardon si j'écorche votre nom, Jean-François Marusisac, pardon. Et Jean-Philippe Gréau ainsi que Michel Policarpo. Ah, ils sont en ligne, pardon. Donc pour cette deuxième partie, Thierry Baron, donc vous êtes ambassadeur Andes. Vous êtes également trésorier de l'épicerie Solidaya dans le 13e arrondissement de Paris. Jean-François Marusisac, vous êtes directeur général adjoint de la Fondation Armée du Salut. Jean-Philippe Gréau, vous animez le réseau Pays de la Loire, Morbihan, Finistère pour Andes à l'échelle régionale. Et Michel Policarpo, vous êtes une ancienne bénéficiaire d'Andes et vous œuvrez aujourd'hui au sein du réseau. Alors pour commencer, Thierry Baron, peut-être, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment vous avez fait pour intégrer ces travailleurs pauvres et comment vous avez aménagé l'organisation, le fonctionnement pour pouvoir les intégrer? Alors déjà, nous, les travailleurs pauvres, on y a été confrontés à la création de l'épicerie, puisqu'on a créé l'épicerie en 2020, au plein moment du Covid. Et là, au moment du Covid, en fait, on a eu tout de suite des populations de travailleurs, on va dire précaires, qui sont venus. On a eu notamment pas mal de gens qui venaient des métiers du spectacle, de l'intermittence sur Paris, qui se retrouvaient du jour au lendemain sans aucune activité. C'est des gens qu'on est allé chercher plus par du relationnel qu'autre chose. Mais ça et puis il y a tous les gens qui étaient sur les métiers de bouche aussi à l'époque, qui travaillaient pour des traiteurs, etc., qui du jour au lendemain se retrouvaient sans plus aucune activité. Donc on a accompagné ces gens le temps que les aides gouvernementales finalement interviennent. Et dans notre esprit, on se disait bon, c'est conjoncturel quoi en fait. On a eu aussi des étudiants. Alors les étudiants travailleurs. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'on a quand même pas mal d'étudiants travailleurs. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de l'été du Covid, eh bien, un nombre important d'étudiants étrangers, par exemple, ne pouvaient pas repartir chez eux. Et donc, étaient confrontés au fait de rester sur place et de ne plus pouvoir avoir les petits boulots d'été qui leur permettaient de survivre. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Et juste après, en fait, on s'est dit, bon, voilà, on a passé le coup de feu, entre guillemets, et on va retomber sur des populations avec des personnes qui ont, je dirais, des accidents de vie, etc. Et que ces accidents de vie, on va les accompagner, puisque c'est le rôle des épiceries solidaires. Et en fait, on s'aperçoit que non. Et qu'on a de plus en plus, d'année en année, les chiffres que tu as mentionnés tout à l'heure, sur plus de 40%, c'est le cas. Nous, on est aux alentours de 45% de travailleurs qui rentrent dans les définitions qui ont été données, donc soit pauvres, soit précaires.
énormément de familles monoparentales, énormément. Ça, c'est vraiment, je dirais, la population la plus importante. Mais on a aussi des salariés, hein, des salariés qui sont qui, à l'occasion d'un accident de vie, n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Voilà. Est-ce que vous avez revu les horaires, par exemple, pour pouvoir... Alors, quand on a créé l'épicerie, effectivement, au départ, on s'est dit, il faut qu'on ouvre le samedi. Parce qu'on a un certain nombre de personnes qui travaillent, malgré tout, ou qui vont travailler. Et donc, tout de suite, on a ouvert le samedi. Tout de suite, pour nous, c'était une évidence qu'on pouvait pas, on pouvait pas ne pas être ouvert le jour, en théorie férié, un des jours de la semaine. On a ouvert aussi, et on ouvre encore régulièrement, je dirais off records, pour des gens qui ont des rendez-vous médicaux, qui vont avoir des contraintes. On essaye de faire preuve de souplesse sur notre agenda d'ouverture par rapport à ces populations qui travaillent. Ça, c'est fondamental. Donc, je pense que peut-être parce qu'au départ, on s'est créé sur ce terreau-là, on a gardé ses habitudes, quoi, en fait. Et dernière chose, est-ce que vous avez vu, comme d'autres, parce que vous parlez des travailleurs pauvres, est-ce que vous avez vu ces dernières années récemment arriver des salariés avec des revenus corrects, Tout à fait. mais qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois avec l'inflation? Tout à fait. Alors ça, je pense pas que ce soit des chiffres qu'on voit énormément dans les études, mais parce que nous, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on fait des calculs. Alors ça, je pense que on va rentrer dans le petit jargon des épiceries, des calculs de reste à vivre quotidien. Et un reste à vivre quotidien, il est composé finalement des revenus qu'on va avoir d'un côté, qui peuvent être confortables, entre guillemets, et puis des charges. Et les charges, elles peuvent exploser. Elles peuvent exploser, par exemple, on a parlé de la partie énergétique, qui a fait exploser un certain nombre de budgets. Et nous, on le voit dans les quartiers prioritaires de la ville, où il y a eu une hausse des loyers et une hausse du coût de l'énergie qui a été colossale. Les salaires n'ont pas suivi. Des gens qui vivaient correctement sont passés dans la précarité. Ça, c'est vraiment une réalité. Et donc, cette réalité-là, il faut qu'on l'affronte, quoi, en fait. Hein. Voilà. Et la difficulté, effectivement, c'est, on voit, même nous, en étant dans un quartier prioritaire, on fait du travail autour de nous, on travaille avec d'autres associations, on essaye de ramener des gens dans l'épicerie, mais on est confronté à ce problème de je ne veux pas y aller parce que j'ai honte, ou je ne veux pas y aller parce que je travaille donc je n'y ai pas droit. Hein, ça, c'est des choses, etc. Et voilà, mais il ne faut pas oublier que nous, on lutte sur plusieurs plans dans les épiceries. Nous, on combat plusieurs faims. Hein. Il y a la faim de l'estomac, mais il y a aussi la faim de l'esprit. Et ça, c'est des choses importantes. Puis il y a la faim du cœur aussi. Et ça, c'est ces trois faims-là qu'on combat principalement. Et on essaie de constituer des communautés. Je pense que toutes les gens des épiceries solidaires le savent. On va au-delà, je dirais, de simplement donner à manger aux personnes. Voilà. Je vous remercie. Donc, vous disiez, il faut affronter cette réalité-là. Et vous parliez des autres associations. Justement, Jean-François Marus-Isaac, à la Fondation d'Armée du Salut, comment vous faites pour affronter la progression de la précarité ? Alors comment on fait? On n'est pas forcément beaucoup plus malin que les autres, mais en tout cas on essaie d'être inventif. Juste pour situer un petit peu la Fondation Armée du Salut, qui est pas forcément l'opérateur le plus important sur le territoire français, mais pour autant qui fait ça, je dirais presque depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui c'est 2,5 millions de repas distribués, 1250 tonnes de denrées, 16 000 bénéficiaires, 48 dispositifs et 7 épiceries. Avant de répondre à votre question, en entendant mon collègue, je me disais, en fait, j'ai une petite boule au ventre parce que quand on parle de travailleurs pauvres, nous sommes opérateurs du social ou du médico-social. Et en fait, je peux pas m'empêcher de penser à mes collègues, en fait. Parce qu'on parle de travailleurs pauvres, mais il se trouve que dans nos associations, bien souvent, nous avons des salariés, en fait, qui peuvent être en infra-SMIC. Et donc, on compense juste avec une indemnité qui va leur permettre d'atteindre le SMIC pour vivre et pour travailler. Et de fait, dans notre système de solidarité, se dire qu'une quote-part de ceux qui sont aidants et travailleurs dans le milieu du social et du médico-social et qui sont eux-mêmes en précarité, voire en vulnérabilité, en fait,
ça rend un système qui donne une approche qui n'est pas si simple que ça, voire difficile. Donc à votre question, comment on fait? Déjà, c'est de prendre en considération que ceux qui sont aidants au sens de investis, engagés au titre d'un métier auprès des plus vulnérables, peuvent potentiellement être des individus et des personnes, des femmes, des hommes, des femmes seules à assumer des enfants, parfois à temps partiel, j'en suis pas particulièrement fier, mais ça peut arriver, mais en tout état de cause, en vulnérabilité eux-mêmes. C'est en tout cas une partie du puzzle de notre solidarité nationale. Une fois que je dis ça, en fait, je disais, on n'est pas plus malin forcément que les autres, on est acteurs, hein, au titre que les autres collègues du tissu associatif. Peut-être la petite particularité dans laquelle nous sommes, comme on a un nombre notamment d'épiceries qui sont encore à taille humaine, en fait, c'est de pouvoir se dire qu'on essaie de porter l'accent sur, je dirais, l'esthétique, hein, l'esthétique de ce que sont les lieux, et ça a été un peu dit par les uns et par les autres, de faire en sorte que ces lieux, en fait, ces espaces que sont des épiceries sociales et solidaires, dans lesquels on peut accueillir aussi des personnes qui en fait n'ont pas forcément besoin, mais qui vont y venir par un acte solidaire, venir acheter dans cette épicerie, et bien d'en faire un lieu qui est déstigmatisant. On parlait beaucoup, vous le disiez, Monsieur Teinturier, sur le fait d'avoir honte de demander. C'est une réalité. Et de fait, quand on vient dans une épicerie, Yann le disait lui-même, Yann Auger, pardon, pas Yann Andès, je fais une petite confusion. Yann le disait lui-même, de sorte d'en faire quelque chose, un espace où on a envie de venir. De fait, une épicerie sociale, pour nous, c'est un lieu qui est un lieu de lien social. Et qui dit lien social doit être un lieu où on a un petit peu envie de venir, un lieu où on a envie de croiser une personne que l'on ne croiserait jamais, une personne qui est simplement, sans être marquée du sceau de la précarité, de la vulnérabilité, est un lieu où je pourrais venir croiser un voisin de quartier, une personne âgée qui vit juste à côté, mais en tout état de cause d'en faire un lieu où j'ai envie de venir, envie d'entrer. Je prendrai l'exemple de Lyon, d'une de nos boutiques en ville. Déjà, de mettre une épicerie sociale en ville, c'est déjà un petit défi, de ne pas se faire marquer du fer rouge, d'y tenir une épicerie. Mais par ailleurs, une épicerie, vous y passeriez devant, d'ailleurs n'hésitez pas à l'occasion, et bien effectivement, on se dit que c'est coloré, on se dit que c'est sympa, c'est chouette, c'est avec des matériaux recyclés, et ça peut donner envie en fait aux uns et aux autres d'y venir et d'y entrer. Et je dirais même aujourd'hui, on a ouvert aussi un espace de friperie pour que en fait on puisse y venir, non pas comme dans un supermarché ni une boutique lambda, mais en tout cas d'y venir pour différentes raisons, et que cette question de la déstigmatisation viendrait potentiellement pallier au fait que je peux bénéficier de cette aide et je peux la demander, parce que c'est compliqué de demander. Mettons-nous dans cet esprit de je suis en précarité, en vulnérabilité, et aller demander, en fait c'est compliqué et c'est normal que ce soit compliqué. Si je dois élargir mon propos, je dirais que au-delà de l'esthétique, et ça a été abordé par les uns et les autres quand même, je trouve que ce fil rouge est en fond présent dans notre discussion, dans notre table ronde, ce qui serait certainement le plus beau et le plus intéressant. Vous évoquiez, Madame Rubinstein, la question du plaidoyer. Aujourd'hui, la question du droit à l'alimentation est un droit qui, en fait, n'est pas constitutionnel. Aujourd'hui, il est relié par tout un ensemble de dispositions internationales, mais juridiquement, en tout cas, il n'est pas ancré dans la Constitution française. Certainement, peut-être, ça pourrait être la suite de nos discussions, de nos échanges, n'est-ce pas ? Je vois Yann qui me fait un petit clin d'œil au opine du chef. Je pense que ça peut être avec les acteurs associatifs la suite de notre plaidoyer, de notre action pour en fait ancrer dans notre Constitution ce droit qui, fondamentalement, ne changerait peut-être pas tout, mais disons que ça nous obligerait un petit peu plus que ce qu'il est aujourd'hui, parce que, en tout cas moi je vais le dire pour moi-même, il y a des moments où on bricole un petit peu quand même, avec des équipes bénévoles ici ou là, avec quelques salariés, sans avoir fondamentalement de stratégie. D'ailleurs, faut-il avoir une stratégie autre que celle de donner à manger à ceux qui en ont besoin? Mais en tout état de cause, voir inscrire cette disposition dans la Constitution française, certainement nous obligerait collectivement et ferait peut-être qu'il y ait une administration qui soit spécifiquement en charge de cette redistribution et de cette action. Un grand merci. Donc, à distance, j'espère que vous m'entendez, Jean-Philippe Gréau. Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien, mais est-ce que vous m'entendez moi? Oui, oui, je vous entends, c'est bon. Ok. Ah ok.
Donc dans votre région, vous insistez notamment chez Andes et vous le mettez en œuvre dans votre région sur le faire avec les bénéficiaires et non pour les bénéficiaires. Est-ce que vous pouvez expliquer comment vous déployez cette vision? Oui, en fait, bonjour à toutes et tous. Donc, Jean-Philippe Gréau, moi, j'anime le réseau des épiceries solidaires sur la région Pays de la Loire, le département du Morbihan et le Finistère. Et depuis un peu plus de 2 ans maintenant, on a lancé une grosse démarche sur participation, pouvoir d'agir des personnes accueillies. Donc, c'est pareil, on est en train de faire évoluer aussi les termes qu'on emploie dans l'aide alimentaire. On parle plus vraiment de bénéficiaires, on parle de personnes accueillies ou personnes concernées. Et l'idée, en fait, c'est de faire avec elles, de ne pas parler à leur place, donc de les associer à toutes nos discussions sur les sujets d'épicerie solidaire. On a créé un groupe de travail donc en 2024, donc ça fait 2 ans maintenant, qui intervient qu'en visio. En plus, c'est la particularité parce que les personnes sont réparties un peu partout en France. Et on a travaillé sur ces questions-là, comment ça se matérialise dans les épiceries solidaires, comment la participation est mise en place ou pas, et comment on peut faire évoluer ces pratiques dans les épiceries solidaires du réseau Andes. Et là, le résultat, il va prochainement sortir puisqu'on a travaillé tous ensemble, là, les 14 épiceries qui faisaient partie de ce groupe de travail, sur un guide de la participation qui va sortir dans les prochaines semaines et qui va permettre en fait au réseau d'échanger en équipe sur ce sujet-là, comment on peut faire évoluer nos pratiques et comment on peut aussi au sein d'Andes faire participer ces personnes. Et moi, au niveau de la région Pays de la Loire, et c'est Michel qui interviendra juste après, Michel, par exemple, intervient en tant que personne accueillie, elle intervient, elle est au sein du groupe de travail, mais elle intervient aussi dans la rencontre régionale. Elle représente l'épicerie solidaire. En fait, l'idée, c'est que nos rencontres ne soient pas que des rencontres de salariés ou de bénévoles impliqués dans les épiceries, mais bien de tout acteur qui intervient dans l'épicerie, donc aussi de personnes qui sont bénéficiaires, si on peut dire, et qui en même temps s'impliquent dans le fonctionnement de l'épicerie solidaire à différents niveaux. Très bien, merci. Michel Policarpo, donc vous êtes active au sein d'Andes, vous contribuez, vous êtes administratrice bénévole et membre du bureau et représentant des bénéficiaires, mais vous avez à une époque également été bénéficiaire. Dans quelle mesure, ce que vous expliquez bien, c'est à quel point ça peut être difficile en tout cas d'aller frapper la porte d'une épicerie solidaire. Est-ce que vous pouvez revenir sur les freins que vous avez rencontrés pour frapper cette porte, avant de frapper cette porte plutôt? Est-ce que vous m'entendez? Ah, il m'entend. Vous m'entendez? On vous entend très bien. Oh, pardon. Est-ce que vous pouvez réactiver votre micro? Vous avez coupé votre micro, mais je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je vous entends. C'est bon? C'est parfait, on vous entend très bien. Alors, je reprends où je vais dire qu'il y a d'autres bouleversements qui peuvent arriver, comme le regard de la famille, des amis, des voisins. On sent comme une atmosphère de jugement. On n'est pas très à l'aise. Je ne vais pas évoquer les raisons de la précarité, mais plutôt évoquer des pistes qui sont mises en place chez nous pour aider ces personnes à s'auto-estimer, à retrouver leur place dans la communauté et à s'affranchir de ce sentiment de honte, de dépendance. Donc, comme ça a été dit auparavant, il faut aller un peu au-delà de l'aide alimentaire. Il faut s'occuper, oui, de l'assiette, mais aussi s'occuper de la tête. Alors, on propose des moments de reprise de confiance, par exemple des repas partagés avec un atelier cuisine, donc on est ensemble
un accès à des sorties culturelles ou sportives, un espace coiffure, pour les femmes c'est important, vestiaire, des soins esthétiques grâce à des projets, des appels à projets, un accueil café aux ouvertures, comme le disait la personne de l'Armée du Salut, notre lieu est accueillant et il y a des personnes qui viennent du quartier, qui viennent également pour parler avec tout le monde. Donc tout cela est possible s'il y a la volonté, l'engagement de la structure et de la personne accueillie. Pour terminer, j'aimerais juste évoquer le sujet de la participation. Jean-Philippe en a parlé, sujet que l'on travaille ensemble. Donc, ça concerne toutes les personnes en situation de précarité, travailleurs ou non. Quand on donne la possibilité à une personne accueillie qu'on utilise ses compétences, qu'on utilise son vécu, ça peut être important pour la personne accueillie, ça peut lui permettre de rebondir, de se retrouver dans la communauté. Et moi, grâce à ça, je peux dire, je vais terminer pour une conclusion personnelle, grâce à toutes ces mises, comment dire, tout ce qui est proposé par l'épicerie, en dehors de l'aide alimentaire, j'ai pu redevenir la personne que j'étais avant. Voilà. C'est une très belle conclusion. Donc, il nous reste quelques minutes pour prendre les questions. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Ok. Vous pouvez rester là, il y a des petites questions pour vous au démarrage. Tu veux les... Alors, je vais prendre la main juste pour poser les quelques questions sur le temps qui nous reste. Ma première peut-être pour Jean-François. Comment est-ce que les épiceries font pour trouver des lieux beaux, des lieux décents pour y installer une épicerie? Le retour. De fait, les lieux ne sont pas beaux au départ. En fait, c'est des lieux qu'on prend en l'état comme un bail commercial ou un bail classique, précaire ou commercial. Et de fait, après, dans l'idée, en tout cas, nous, d'en faire quelque chose qui est beau et donc de l'aménager en tant que tel. Si une fois de plus, vous avez l'occasion de passer à Lyon, vous verrez en fait ce qui est devenu ce lieu. Il n'était pas en l'état ce qu'il est aujourd'hui. Donc, c'est après d'avoir une volonté en fait d'aller sur ce terrain qui est le beau, l'esthétique, parce que le beau et le bon peuvent être liés. Et il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Peut-être un tout petit complément pour dire aux personnes qui nous écoutent que dans 2 épiceries sur 3, les locaux sont mis à disposition en général par les villes. Donc ça, c'est un point très important sans lequel on aurait beaucoup de mal à fonctionner. Et partant de là, ça peut libérer un tout petit peu de marge de manœuvre pour ensuite travailler sur l'esthétique et d'autres aspects. Alors, une autre question qui est plus presque un témoignage, peut-être Thierry, si tu voudrais en dire un mot. En fait, les épiceries sont confrontées, comme on l'a dit, à des nouveaux publics, mais aussi à une précarité qui devient tenace. Et donc, il est très difficile en fait de dire à une personne que sa période d'accès à l'épicerie est terminée. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors, effectivement, c'est un problème auquel on est confronté. On est confronté sur ce problème-là, notamment avec les personnes âgées, mais pas que, puisqu'on a aussi Alors, en théorie, l'accès dans une épicerie solidaire est limité dans le temps, puisque au départ, le modèle, c'est bien d'être un outil de rebond en fait, pour les personnes. Donc, si on parle de rebond, on n'est pas là pour lutter contre de la précarité qui s'installe. Maintenant, on est obligé d'être pragmatique et de tenir compte des situations. Et ce que l'on fait et que beaucoup d'épiceries font, c'est qu'on a des espèces d'exceptions sur les personnes âgées. Bon. Et autrement, on a des périodes de carence qui peuvent être plus ou moins courtes. C'est-à-dire qu'on va accepter une personne, on va lui dire vous êtes au bout de votre expérience dans l'épicerie solidaire. Retournez voir votre assistante sociale. Et si la situation ne s'est pas améliorée, au bout d'une période de carence, et là, je dirais qu'il y a à boire et à manger, entre guillemets, au niveau de ces périodes de carence, on reprend ensuite les personnes. C'est pas idéal, mais on n'a pas trouvé mieux pour l'instant. Parce que généralement, quand les gens viennent dans une épicerie solidaire, les réorienter vers une autre épicerie solidaire, c'est ce qu'on fait aussi, mais c'est pas forcément la bonne solution. Alors peut-être une question pour Madame Rubinstein.
On a vu qu'un des problèmes, ce sont les temps partiels, et notamment les temps partiels subis. Comment on fait pour lutter contre ces temps partiels subis? Et deuxième partie un peu de la question, comment est-ce qu'on arrive à valoriser ce qui est mis en place et tous les droits du coup, qui sont proposés, comment est-ce qu'on les valorise? Je peux suivre en face pour qu'on vous voit. Merci. C'est une chorégraphie. Alors, sur la question de comment on valorise les droits, en fait, c'est ça. Alors, la question du non-recours aux droits, c'est vraiment une question très interpellante, parce que, certes, on se dit, dans un premier temps, on se dit, il y a un problème d'information. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et là encore, la participation des personnes concernées comme des usagers capables de nous dire, mais en fait, là, ce que vous croyez être de l'information, nous, on ne comprend pas du tout que c'est pour nous. Ça, c'est une première chose, une piste qu'on explore. Ensuite, il y a la question, et vous l'avez dit plusieurs fois, la question de la stigmatisation. C'est extrêmement culpabilisant d'être pauvre aujourd'hui. Quand on voit ce qui ressort de l'étude sur par exemple, la question du bien manger, la question plus généralement de tout ce qui préserve l'environnement, les personnes, non seulement elles sont en situation, elles ont faim, elles sont en situation de survie, et en plus on les culpabilise avec des comportements alimentaires. Elles savent que c'est pas bon de manger que des féculents et des trucs pas chers. Tout ça. Elles savent parfaitement ça. Et donc, c'est une forme de double peine. Donc, la question de la lutte contre la stigmatisation, là encore, j'ai l'impression que c'est l'affaire de tous, qu'il faut, c'est pas l'État qui peut faire un décret pour dire on arrête la stigmatisation. Ça n'a pas de sens. C'est la mobilisation d'une société qui peut permettre de faire ça. Et la première partie... C'était comment est-ce qu'on lutte contre ces temps partiels Oui, bien subis. sûr. C'est pas la partie la plus facile pour moi parce que, pour le coup, ce n'est pas dans ma posture. Je n'interpelle pas les entreprises sur cette question-là qui ne relèvent évidemment pas de mes prérogatives, mais au-delà de ça, parce que je trouvais pas adroit de rentrer en contact avec les entreprises pour les mobiliser sur les sujets de pauvreté par la question et des salaires et la question de l'emploi en tant que représentant de l'État. En revanche, de leur faire prendre conscience, et le baromètre peut permettre de faire ça, des ravages de ce temps partiel subi, de ce temps, on n'en a pas beaucoup parlé aussi, de ce temps fractionné. Il y a aussi, ça c'est aussi un aspect de la façon dont le travail est perçu, qui est extrêmement néfaste. Et qu'après tout, transformer des bouts des morceaux d'emploi qui sont dispersés en les remettant dans un temps plein, ça demande une petite ingénierie, mais pas tant que ça, en vérité. J'ai l'exemple du travail que j'ai mené avec la Fédération des métiers de la propreté. Les métiers de la propreté, c'est un des domaines où, un, ce sont des femmes, deux, c'est beaucoup de travail fractionné, de travail partiel subi. Et la première réponse, c'était oui, on est conscient que cette organisation est néfaste. Mais le problème, c'est qu'on répond aux demandes de nos clients. Et là, je me suis dit, mais qui sont ces clients qui réclament? Mais en fait, c'est tout le monde. Et par exemple, les ministères ou les administrations qui ont l'habitude qu'on fait le ménage avant l'arrivée des salariés ou après l'arrivée des salariés. Et puis, ce que font les personnes dans la journée, comment elles doivent aller de leur domicile à leur travail et vice-versa, le coût que ça implique, c'était pas pris en compte. Alors, je vous rassure, depuis, au moins au ministère du Travail et des Solidarités, aujourd'hui, les travailleuses de la propreté, elles interviennent en même temps que nous, ce qui d'ailleurs nous permet de les connaître et nous permet aussi de travailler avec elles. Donc, il faut aborder ce sujet-là avec les entreprises, mais plus, en tout cas, pour moi, je ne suis pas en charge des négociations du gouvernement avec les entreprises, plutôt comme, là encore, un intérêt à agir pour que les salariés aillent mieux, et donc des salariés qui vont mieux, ce sont des salariés qui sont pour l'entreprise, quelque part, c'est toujours du gagnant. Et je voulais
puisque j'ai le micro, juste rajouter qu'effectivement, des travailleurs pauvres, c'est aussi l'aide-soignante à l'hôpital, qui pourtant a un temps plein. C'est des gens qui sont extrêmement utiles à la société, hein, des gens en première ligne, comme on disait pendant le Covid, et qui sont pauvres en conditions de vie. Et donc, c'est là aussi, comme employeur, c'est pour ça que je me suis adressée beaucoup aux entreprises sur ces aspects-là, les travailleurs peuvent aussi, les employeurs, pardon, peuvent aussi réfléchir à qu'est-ce qu'ils peuvent faire, eux, dans l'amélioration des conditions de vie des salariés. Ça va de majorer le ticket restaurant, ça va de, selon le niveau de salaire, de prendre plus en charge les questions de transport. On n'en a pas parlé beaucoup, mais le logement et le transport, c'est-à-dire la mobilité, sont les deux postes, avec évidemment les questions d'énergie, sont les deux postes qui coûtent le plus cher. Donc, est-ce que là, l'entreprise ne peut pas faire un petit effort? Et voilà, pour améliorer conditions de vie des travailleurs pauvres, mais au-delà de ça, des conditions de vie de l'ensemble d'une entreprise. Moi, je crois beaucoup aux politiques universelles qui s'adressent à tout le monde, les dispositifs qui s'accumulent pour les pauvres, c'est pas non plus répondre aux enjeux de stigmatisation. Les gens n'ont pas envie d'aller vers des choses que pour les pauvres. Ils ont envie, et je pense qu'on aurait tout intérêt à le faire, à ce qu'une société entière progresse et que finalement, ça fasse du bien à tout le monde. Merci beaucoup. Eh ben, c'est parfait. Ce sera... Oui. Non, je ne voudrais pas interférer avec des questions ou empêcher des questions qui... Ici, comme ça, on vous voit aussi à l'écran. Merci beaucoup. Je ne voudrais pas couper des questions qui auraient lieu. Non, je voudrais rebondir juste sur ce qu'un des intervenants qui n'est plus là a dit, et puis également sur le terme que vous avez utilisé, de bricolage. Et également, j'enlève ma casquette un peu, ok, DG, délégué, machin, strictement sondeur. Moi, j'ai un petit avantage, c'est que je vois l'ensemble de la société, pas simplement la population là dont on parle. Et ce qui m'inquiète, c'est que je vois monter deux choses. Vous avez, et ça a été rappelé, c'est important de l'avoir, un gros effort de redistribution dans ce pays. Il l'a très bien dit tout à l'heure, pardon, je ne me souviens plus de son nom. Voilà, Gilbert Sette, il l'a très bien montré, et il faut l'avoir à l'esprit. Et je vois monter le ras-le-bol fiscal également. Et du coup, la production des chiffres qu'on vient de faire, je pense que ça peut créer deux choses. Il y a des gens, une grande partie de la population, des actifs qui vont relativement bien, mais qui se sentent très ponctionnés, qui vont se dire, mais c'est pas possible dans ce pays. On est très ponctionnés, et alors là, on a un baromètre qui nous dit, qui est épouvantable sur certains résultats. Et il faut l'avoir à l'esprit. Alors ensuite, les solutions. Se tourner vers l'État, bien sûr, il y a des choses à faire en termes d'efficacité. Pas du plus, forcément, enfin ça peut être des réorientations évidemment qui vont aller plus vers la solidarité d'un point de vue financier. Mais vous le savez, la question de la dette, il faut être clair, la dette, des déficits, elle est majeure. Donc il ne faut pas s'attendre, et je pense que ça ne serait pas une bonne chose non plus, à ce que ça soit de ce côté-là qu'il y ait le plus de soutien dans les années à venir. En revanche, l'efficacité et le ciblage des actions, ça me paraît prioritaire. Et qu'est-ce que ça veut dire ensuite ? Si du côté de l'État, il y a des choses à faire, encore une fois, hein, je ne dis pas que l'État, mais qui vont rester limitées, pour les raisons que je vous indique aussi, qui peut aider ? Les entreprises, on l'a dit, et la société. Et quand vous dites faire du bricolage, mais vive le bricolage. Moi, j'aurais envie d'écrire éloge du bricolage. Parce que la société, elle tient parce qu'il y a des gens qui font du bricolage génial et qui ont de l'ingéniosité, qui agissent. Et c'est la société, pour moi, qu'il faut mobiliser en priorité. Ce qu'on peut demander aussi aux entreprises, qui elles-mêmes ont leurs contraintes, c'est quand même, par exemple, de valoriser davantage parmi leurs collaborateurs, parmi leurs salariés, vous savez, ceux qui prennent une journée justement pour faire de l'associatif et de l'aide. Ça, c'est possible, les sociétés. Mais le gros avantage que je vois de ça, c'est que c'est la société dans son entier qu'il faut mobiliser. Il ne faut pas se dire c'est à l'État, c'est aux entreprises, etc. L'État a un rôle, les entreprises ont un rôle, mais il me semble qu'on passera la barre si tout le monde se dit mais ça me concerne personnellement. Donc je donne du temps, je donne de l'argent sans passer par le canal, quand je le peux, sans passer par le canal de l'impôt.
Sinon, ce sera la montée du ras-le-bol. Et encore une fois, la question des déficits, on va voir dans cette présidentielle, mais elle est là quand même. Donc, vive ce que vous faites. Je pense que c'est pas des rustines, c'est un des maillons de plus en plus essentiels. Hein. Et ce bricolage-là, c'est ce qui fait que la société tient encore à peu près. Donc, il faut continuer à bricoler au sens noble du terme, à trouver les solutions que les autres ne trouvent pas et à mobiliser l'ensemble de la société. Voilà, pardon, mais je vais quand même souligner ça. Merci beaucoup. On arrive à la fin du coup de notre temps. Je vais peut-être donner le micro à Yann pour un petit mot de la fin, si tu veux bien, Yann. Oui, merci. Bon, écoutez, c'était déjà un début de conclusion. Bien, tu peux te mettre au centre, s'il te plaît, que les gens te voient à la caméra. Excusez-moi. Moi aussi, décidément. Quelle logistique aujourd'hui. Non, écoutez, je crois qu'on a fini. On va débattre de la politique, des déficits, etc. autour du cocktail. Mais je pense que pour notre événement, on va s'arrêter là. On a notre public en ligne. On a notre public en ligne qui doit s'impatienter. J'oublie quelque chose, mais je ne sais pas quoi, Christelle. Je vois que tu me fais signe. Non, mais c'est bon. Merci pour la conclusion. Et je pense que tous les remerciements et tout ce que vous avez adressé aux personnes qui sont en face de vous, ça, j'imagine, je parle pour les épiceries qui sont en ligne, mais ça doit les toucher aussi parce que eux aussi sont dans leur quotidien à se démener pour aider les autres. Merci beaucoup. On s'arrête là. Merci à nos intervenants, participants en ligne. Merci beaucoup. Au revoir.